j'apprenais à voyager au fil de ce voyage. Et quand on lit le livre, je crois que les parties les plus intéressantes c'est pas le début, c'est pas en Argentine, c'est pas au Chili, c'est ensuite quand je vais davantage à la rencontre de l'autre. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai rendez-vous avec François-Henri Désérable. J'ai adoré son livre « Chagrin d'un chant inachevé » sur la route du Che, paru chez Gallimard l'année dernière. Il raconte son périple sur les traces du jeune Ernesto Che Guevara à travers l'Amérique latine. 5 mois sur les routes de la Pampa et des Andes, de Cordoba à Caracas, en passant par le Machu Picchu. Il voyage surtout pour ne pas se regarder le nombril et ça fonctionne. Il parle de lui avec humour, il parle aussi de ses rencontres, de ce qu'il voit, avec un ton bien à lui, jamais ennuyeux. Il voudrait voyager tout le temps et ne jamais revoir les lieux qu'il a déjà vus. Et toi, pourquoi tu voyages ? Tu t'es posé la question ? Je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine. Et tu peux retrouver l'entretien de François-Henri Désérable dans le numéro 74 de AR, actuellement en vente, avec la couve très colorée sur le Guatemala, même s'il n'est pas passé par là. J'ai attrapé cet ancien hockeyeur professionnel devenu écrivain chez lui, à Paris. C'est parti. 8 ans après votre périple, est-ce que tu préfères toujours ton sac de voyage à tes meubles ? Oui, alors ça peut paraître étonnant de dire ça alors que vous êtes chez moi, assis sur mon canapé devant ma table basse. Donc vous voyez, j'ai quand même quelques meubles, mais je vais repartir. Je n'ai pas encore jeté mon dévolu sur la région du monde où j'allais partir, mais c'est certain, je crois que je préfère toujours le sac de voyage aux meubles. C'est de Cordoba, en Argentine, à une journée de route au nord-ouest de Buenos Aires, que le matin du 29 décembre 1951 partent Ernesto Guevara, 23 ans, et son ami Alberto Granado, 29 ans. Guevara et Granado, Granado et Guevara, les 2 G. L'itinéraire des 2 G, Argentine, Chili, Pérou, Colombie, Venezuela. Alors on va revenir sur le bouquin. En 1951 et 52, Ernesto Guevara et Alberto Granado, c'est les 2 G comme on les appelle, ils parcourent à moto l'Amérique latine. Pour eux, il s'agit de voir du pays. Ils vont faire 8000 bornes en 7 mois. Et pour toi, qui pars un peu sur leurs traces, qu'est-ce que tu veux ? Moi, c'était vraiment une volonté de découvrir l'Amérique du Sud. J'ai été fasciné par la symphonie des toponymes sud-américains. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde la carte de l'Amérique du Sud et qu'on voit des noms comme Buenos Aires, Caracas, Maracaibo, Ushuaia, Machu Picchu, Valparaiso, Cusco, on n'a qu'une envie, c'est d'aller mettre les pieds là-bas, d'aller voir ce qu'il s'y passe pour de vrai. Donc j'avais vraiment cette fascination pour les noms de lieux, les noms de villes sud-américaines. Et puis j'avais lu les carnets de Che Guevara, le carnet de Che Guevara, j'avais lu celui d'Alberto Granado, j'avais vu le film qu'en avait tiré Walter Salles, le cinéaste brésilien, un très beau film qui s'appelle Carnet de voyage. Et je rêvais de mettre mes pas dans les pas du Che ou de mettre ma roue dans la roue du Che, puisque son voyage, il l'a fait en partie à moto. Et ce que lui a vécu comme ce qui est intéressant dans ce voyage, c'est qu'il part pour vivre une aventure, il part pour voir du pays, et finalement, il se rend compte au fur et à mesure du voyage qu'il y a des mineurs exploités, qu'il y a des paysans spoliés, qu'il y a des lépreux abandonnés au fin fond de la jungle amazonienne. Il prend conscience qu'il y a beaucoup d'inégalités en Amérique du Sud. Il prend conscience que ce continent a été pillé d'abord par la couronne espagnole, ensuite par l'impérialisme nord-américain. Donc ça m'intéressait aussi d'envisager le voyage comme point de basculement. Alors moi, je n'en suis pas revenu révolutionnaire, mais peut-être parce que davantage qu'au grand soir, je crois à la phrase juste. Et j'essaye simplement de témoigner, de porter le témoignage de ce que je peux voir au cours de mes périples et de donner leur poids de papier au paysage que je traverse et au visage que je croise sur ma route.
parfait. Toi, t'as qu'à continuer jusqu'au Venezuela à pied. À mesure que nous avancions dans la cordillère, nous rencontrions de plus en plus d'Indiens, qui n'avaient même plus de toit sur ce qui fut jadis leurs terres ancestrales. Nous formons une seule race métisse, du Mexique jusqu'au détroit de Magellan. Le Che, il représentait quoi pour toi ? Tu avais un poster dans ta chambre, ado, qu'est-ce qu'il était pour toi ? C'est vrai que cette photo, elle s'est retrouvée sur le poster de beaucoup d'adolescents dans le monde, sans qu'ils sachent toujours qui était cet homme. Et moi, lorsque je l'avais punaisé au mur de ma chambre, je savais pas très bien qui était Che Guevara en réalité. Je l'ai appris plus tard, où j'ai commencé à m'intéresser au personnage. Et c'est quelqu'un pour qui je continue à avoir beaucoup de sympathie, je crois même que le mot est assez faible. Alors oui, je sais qu'il est arrivé à Guevara d'être violent, parce qu'il a tenté de renverser des gouvernements qui étaient des gouvernements dictatoriaux, que par définition on ne pouvait pas renverser par les urnes, et qu'il fallait renverser par les armes. Donc je n'ai pas de complaisance particulière à l'égard de Guevara, mais je ne veux pas non plus peindre sa vie comme le font ses détracteurs, c'est-à-dire plus noir que noir, à la manière d'un soulage au carré. Il faut lutter pour chaque bouffée d'air. Envoyer la mort au diable. Moi, je ne suis plus moi. Du moins, je ne suis plus le même qu'avant. Alors le livre commence par le début, on va dire, l'endroit où il est né. Donc ça, c'est à Altagracia, en Argentine. Qu'est-ce que tu as vu là-bas ? Alors il est né, il n'est pas tout à fait né à Altagracia, mais je me demande s'il n'est pas né à Cordoba. Mais en tout cas, il est arrivé très vite à Altagracia. Non, il est né à Rosario. Voilà, il est né à Rosario. Il est arrivé très vite à Altagracia parce qu'il était très asthmatique et que on se disait que l'air pur d'Altagracia serait plutôt favorable pour ses capacités pulmonaires. Ce que j'en ai vu, pas grand-chose. J'ai vu la maison dans laquelle il a grandi, sa maison d'enfance, et c'était forcément émouvant. Et puis c'était émouvant de voir aussi une réplique de la moto sur laquelle ils ont fait leur voyage en 1952 avec Alberto Granado, de voir cette fameuse Norton 500 cm3 qu'ils avaient baptisée la Poderosa, la puissante, la vigoureuse, mais qui en réalité n'avait rien de puissant, qui leur a coûté pas mal d'emmerdes. Il suffit de lire leur carnet de voyage respectifs pour voir que le premier mois, ils le passent, donc en Argentine, ils le passent essentiellement à retaper cette moto qui les lâche sans arrêt et qui va les lâcher définitivement à partir du moment où ils ont franchi la frontière chilienne, où ils se retrouvent comme deux vagabonds non motorisés. Et paradoxalement, c'est là que le voyage prend toute son ampleur, puisque quand on est au bord d'une route à tendre le pouce, ça favorise bien davantage la rencontre que lorsqu'on voyage à moto. Et puis j'ai vu également dans cette maison d'Altagracia l'urne qui contenait les cendres d'Alberto Granado. Donc c'était beau aussi de voir le peu de choses qu'il restait de son ami, de son compagnon de voyage dans la maison où Guevara a passé son enfance. On reparlera du stop, puisque toi aussi tu l'as pratiqué après et que tu as commencé aussi en moto. Mais d'abord, je voudrais revenir sur le titre du livre, « Chagrin d'un chant inachevé ». Il y a des cheveux partout, c'est pas facile à prononcer. Ça vient d'où ce titre ? Ouais, c'est une très belle allitération en tché. Ça vient d'une lettre qu'écrit Guevara à ses parents après avoir rencontré Fidel Castro. Donc on est en 1955, il est au Mexique. Ses parents lui disent « Écoute Ernesto, est-ce qu'il ne serait pas temps que tu rentres à Buenos Aires, que tu t'établisses comme médecin ?» parce qu'il était diplômé en médecine, et que tu nous donnes de beaux petits-enfants et que tu mènes une vie paisible et nonchalante. Alors je caricature à peine. Et Guevara, dans une lettre, leur répond qu'il a fait la connaissance d'un jeune leader cubain destiné à libérer son pays par les armes, que désormais son sort est lié à celui de la révolution cubaine, qu'il triomphera avec elle ou qu'il mourra là-bas. Et il conclut sa lettre en citant les vers d'un poète turc qui s'appelle Nazim Hikmet, qui était d'ailleurs un grand ami de Pablo Neruda, vers qu'il a lu en espagnol. Il dit « Solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso ». Si on le traduit en français, ça fait « Si je meurs, je n'emporterai dans la tombe que le chagrin d'un chant inachevé ». Et moi, quand j'ai lu ce vers-là en espagnol, je me suis dit tout de suite que je tenais le titre de mon livre, parce que magnifique allitération en tché, et aussi parce que je trouve que ce chagrin d'un chant inachevé, c'est aussi le sentiment qui vous étreint lorsque vous vous trouvez face à un paysage extraordinaire et que vous savez très bien que vous allez devoir lui tourner le dos. Flaubert a une très belle formule dans l'éducation sentimentale. Il parle de l'amertume des sympathies interrompues.
Et ça, c'est quelque chose que l'on connaît assez régulièrement lorsqu'on est en voyage. D'ailleurs, vous faites beaucoup de références à la littérature tout au long du livre. C'est quelque chose qui vous accompagne, la littérature en voyage. Oui, je me demande même si finalement je ne voyage pas pour me gorger de lecture, parce qu'à chaque fois que je me rends dans un pays, je me familiarise avec la littérature de ce pays. Donc traverser l'Argentine, le Chili, puis le Pérou, la Bolivie, la Colombie, le Venezuela, et ensuite Cuba, que je ne raconte pas dans le livre, mais je suis resté un peu de temps. Ça m'a permis aussi de me gorger de lecture, de découvrir un certain nombre d'écrivains sud-américains, de bien connaître l'œuvre que ce soit de Vargas Llosa, de Garcia Marquez, de Neruda. On va revenir sur le voyage. Quand vous, sur la route, on va dire, ça commence à moto, mais ça marche plus. Et c'est suivi en stop au Chili, justement. Et alors, comment on dit faire du stop en espagnol? Parce que maintenant, vous parlez couramment. Je parle très mal espagnol, mais c'est les Colombiens qui ont une très belle expression pour ça. Ils disent « ir con el chance », aller avec la chance. Et moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen de voyager, c'est-à-dire que j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est une réalité, on a au cours des dernières années, avec l'essor du téléphone, d'internet, la puissance des algorithmes, substitué les algorithmes au hasard, c'est-à-dire que pour le choix de nos restaurants, de nos hôtels, maintenant on va sur TripAdvisor, enfin on se renseigne avant, et même pour un truc qui était aussi beau, aussi libre que l'autostop, aujourd'hui il y a Blablacar. Donc moi ou d'autres applications à l'étranger, mais moi j'essaye de m'en remettre à la chance lorsque je suis en voyage, et souvent j'essaye de me mouvoir par cette pratique extrêmement qui pourra pas paraître à la jeunesse d'aujourd'hui archaïque, qui est l'autostop, ir con el chance, d'aller avec la chance. Voilà. Et en réalité, quand on va avec la chance, c'est la porte ouverte à l'aventure et aussi parfois à la mésaventure. Et la mésaventure est quelque chose d'extrêmement fécond lorsqu'on décide d'écrire sur son voyage. On tire toujours des pages beaucoup plus flamboyantes d'une mésaventure que d'un moment d'ataraxie, de quiétude de l'esprit, si vous vous retrouvez devant la beauté d'un arc-en-ciel sur les chutes d'Iguassou, c'est quelque chose de magnifique à voir, mais à raconter, c'est pas très intéressant. Tandis que si on vous met un tesson de bouteille sur la gorge dans un barrio de Buenos Aires, c'est pas très agréable à vivre. C'est ce qui vous est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé. Mais à raconter, ça vous fait quelques pages. Et alors justement sur le bord de la route, des fois il y a eu la malchance quand même, parce que vous décolliez pas tout de suite avec votre copain. Ouais. Et alors vous avez eu un drôle de jeu de classer les choses de droite ou de gauche. Alors le voyage, c'est de droite ou de gauche ? Le voyage, je ne sais plus quel écrivain a dit a fait cette distinction entre le tourisme et le voyage, et il dit que le touriste le voyageur voit ce qu'il voit, et le touriste voit ce qu'il est venu voir, et je crois que c'est une distinction tout à fait juste. Et on pourrait peut-être dire que le tourisme est de droite et que le voyage est de gauche. Mais je suis sûr que les gens de droite trouveront profit à réfuter cette allégation purement gratuite. Mais ce petit jeu auquel on s'adonnait avec mon compagnon de voyage Quentin, on tendait le pouce au bord d'une route au Chili en attendant qu'une voiture nous prenne, ce qui n'a pas pris beaucoup de temps parce que les Chiliens sont très serviables et s'arrêtaient volontiers pour nous prendre en stop. On jouait à ce jeu un peu idiot qui consistait à classer à peu près tout et n'importe quoi selon que c'est de droite ou de gauche. Alors par exemple, on disait que le cigare entre les lèvres d'un homme d'affaires ventripotent est de droite, mais entre les lèvres de Che Guevara, le cigare est de gauche. Donc vous voyez, il y a quand même des nuances et des subtilités à ce petit classement idiot. En tout cas, il y a plein de péripéties. Il y a cette histoire du tesson de bouteille. Bon, il y en a vraiment tout le long du livre. Mais en même temps, moi, ce que j'ai adoré, c'est que vous regardez pas trop le nombril quand même. On sent que vous êtes vraiment au contact des autres. Enfin, vous cherchez ce contact et c'est ça aussi qui en fait quelque chose d'assez universel. Ouais, mais j'ai mis du temps parce que moi, c'est mon premier grand voyage, et de la même manière que si on vous met quelqu'un qui n'a jamais joué au piano devant un piano, ça va être difficile d'en tirer une partition de Mozart parfaitement exécutée. Et donc, j'apprenais à voyager au
fil de ce voyage. Et quand on lit le livre, je crois que les parties les plus intéressantes c'est pas le début, c'est pas en Argentine, c'est pas au Chili, c'est ensuite, c'est au Pérou, ou au Venezuela, quand je vais davantage à la rencontre de l'autre. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de ce voyage que ce qui importait dans le voyage, c'était avant tout la rencontre, c'était les visages que vous croisiez en route. Et ça, c'est l'un des grands enseignements de ce voyage. Et je crois que, effectivement, en voyager est peut-être le meilleur moyen de lever les yeux sur le monde. Et quand on lève les yeux sur le monde, on se regarde un peu moins le nombril. Nous étions maintenant à Niebla, assis sur la plage. Quentin fumait, je regardais flotter les barques en bois jaune, le soleil faire naufrage dans le Rio Valdivia. Le paysage avait passé avec la lumière un pacte sacré. J'éprouvais un contentement paisible, une quiétude diffuse, la sensation en somme d'être là où je me devais d'être. Partir loin, c'est encore le meilleur moyen de se mettre à distance de soi-même. À ceux qui voyagent dans l'espoir de se trouver, j'ai toujours préféré ceux qui le faisaient dans le but de se perdre. En levant les yeux sur le monde, on se regarde un peu moins le nombril. Il est très drôle aussi ce livre. Et en même temps, il est de plus en plus politique. Plus ça avance, plus il est politique. Et tu visites à chaque fois un bidonville dans chaque ville. Ouais, alors dans chaque grande ville sud-américaine, pour plusieurs raisons. La première, c'est que il y a beaucoup de Sud-Américains qui vivent dans les bidonvilles, et si on se contente simplement de visiter les lieux qui ont 3 marcheurs dans le guide du routard, c'est très sympa, mais déjà on court le risque de faire une version un peu plus littéraire du guide du routard, et puis surtout de ne pas être aux prises avec les réalités socio-économiques des pays que l'on traverse. Donc moi j'essayais de me rendre à chaque fois dans les capitales, en tout cas dans les bidonvilles, parce que pas tellement en voyageur, ou en étranger épris de misère pittoresque, mais simplement en ethnologue amateur qui cherche à comprendre les conditions de vie de ceux que les autorités voudraient dérober aux yeux des étrangers. Et il se trouve que l'un des moments les plus forts de ce voyage, ça a été dans un bidonville à Lima, sur une colline. C'est vraiment le moment le plus guévariste, on va dire, du livre. Ouais, parce que c'est une colline en périphérie de Lima, sur le versant de laquelle de très riches ont fait bâtir des villas magnifiques avec des piscines à débordement, avec des cernés de gazon bien vert, continuellement arrosés par des tuyaux d'arrosage automatique. Et sur l'autre versant de la colline, il y a des bidonvilles, donc des cabanes avec des planches mal équarries, des toits de tôle ondulés sur lesquels on a posé des pneus ou des cailloux pour éviter qu'ils ne s'envolent au premier coup de vent. Et pour éviter que ces bidonvilles ne viennent grignoter jusqu'au pied des villas, eh bien les riches ont fait construire tout le long de la ligne de crête faite de la colline un mur d'une dizaine de kilomètres de long que les riches appellent tout simplement El Muro, le mur, et ceux qui vivent dans le bidonville, ils l'appellent El Muro de la Vergüenza, le mur de la honte. C'est peut-être l'un des seuls murs de ségrégation économique et sociale au sein d'une ville. Et moi, lorsque je suis arrivé du côté du bidonville, en haut du mur, et que j'ai vu une fillette qui vivait vraiment dans la misère la plus exécrable, la plus atroce, je me suis dit que lorsqu'elle découvrirait un jour qui était Che Guevara, parce que sur les murs de ces bidonvilles, on voit souvent le portrait de Che Guevara. Guevara veut dire encore quelque chose pour les petits, pour les obscurs, pour les sans grade, pour les laissés pour compte de ce monde, pour les plus infortunés de ce monde. Et quand elle apprendrait que c'était quelqu'un qui était mu par un profond sentiment de révolte face à l'injustice qui est faite justement aux plus démunis, eh bien ces 3 lettres, ces lettres de Che voudront dire quelque chose pour elle. Un autre temps fort du voyage, c'était lorsque j'étais dans la mine de Potosí en Bolivie, qui est une mine qui a été d'abord exploitée par les conquistadors après l'arrivée de Francisco Pizarro. Et 8 millions d'hommes ont laissé leur vie dans cette mine qui aujourd'hui continue à être exploitée. Et l'une des rencontres les plus fortes que j'ai faites, c'est celle d'un mineur à qui on avait diagnostiqué la silicose, qui savait très bien qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre et qui s'échinait à creuser encore et encore pour essayer
essayer de trouver un nouveau filon que son fils de 12 ans pourrait ensuite exploiter. C'est la rencontre la plus forte, la plus mémorable. Oui, et d'ailleurs, l'une des plus mémorables, mais d'ailleurs, ce que Guevara, l'un des points de basculement de son voyage, c'est quand il se trouve dans une autre mine au Chili, à Chuquicamata, et qu'il partage sa couverture avec un couple de mineurs qui est dans le dénuement le plus complet. Et Guevara dit qu'il n'a jamais eu aussi froid de sa vie, mais que paradoxalement, il n'a jamais ressenti autant la chaleur humaine. Et donc, ce que lui a vécu comme une révélation, moi je l'ai vécu comme une répétition. Et vous voyez, la fameuse mine de Chuquicamata, aujourd'hui, les conditions de travail des mineurs sont très bonnes, mais il y a d'autres mines, comme celle du Cerro Rico en Bolivie, où elle ferait passer, où les conditions de travail des mineurs feraient passer celle des mineurs de Germinal pour des touristes en goguette. Je crois que c'est une phrase que j'écris dans le livre. Ouais. L'idée de changer justement ce que voulait Guevara, changer le monde, on voyage pour changer aussi, non de lieu, mais d'idées. Ça, c'est un aphorisme que j'ai lu dans ton livre, de Hippolyte. Ah, il est de qui ? D'Hippolyte Taine. On voyage pour changer de lieu, non de lieu, mais d'idées. Et je crois que c'est quelque chose de très juste. Je crois que la succession des mêmes endroits, la sédentarité, finit par émousser considérablement le regard que l'on porte sur les gens, sur les choses, sur ce qui nous environne. Et que le voyage permet d'aiguiser à nouveau ce regard, de faire tomber un certain nombre de préjugés. Je coutume de dire que c'est une sorte de série d'uppercuts, de droites, de crochets que l'on assène continuellement au sac immense de nos préjugés. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Moins dans ce voyage-là, mais j'avais fait un autre voyage, par exemple en Iran, dont j'ai tiré un livre qui s'appelle L'usure d'un monde, et j'avais beaucoup de préjugés sur l'Iran, qui était un pays que je connaissais assez mal, ou que je connaissais à travers sa littérature, mais je pensais par exemple que le peuple iranien était un peuple pour qui la religion comptait énormément, et j'ai découvert que ça n'était pas le cas. Je pensais que la plupart des Iraniens étaient antisémites, j'ai découvert que ça n'était pas le cas, qu'ils étaient complètement anti-américains, j'ai découvert. Donc il y a pas mal de préjugés comme ça qui y sont tombés. Parce qu'au fond, on peut se demander pourquoi on voyage, pourquoi tu voyages. Parce qu'il y a un chauffeur de taxi aussi qui te dit, ça c'est au Venezuela, mais tu connais rien de mon pays, tu crois que tu l'as fait, mais qu'est-ce que tu connais vraiment de l'Amérique latine ? Il parle de l'arrogance du voyageur. Ouais, et il a tout à fait raison. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé au Venezuela en traversant la frontière depuis la Colombie. Et ensuite, j'ai remonté très vite jusqu'à le Venezuela, jusqu'à Caracas. Et à un moment, je me trouve dans ce taxi et le chauffeur me demande ce que je fais là. Il est un peu étonné parce que Caracas est considérée comme la ville la plus dangereuse du monde hors zone de guerre, ou en tout cas, elle l'était à l'époque où j'ai fait ce voyage. Et par conséquent, il y avait plus de touristes, il y avait plus de voyageurs. Et il s'étonne de ce que je sois là, et je lui raconte mon voyage, et je lui dis un peu avec cette arrogance du touriste davantage que du voyageur. J'ai fait l'Argentine, j'ai fait le Chili, j'ai fait le Pérou, etc., etc. J'ai fait le Venezuela. Et il me regarde avec consternation, il jette un œil dans son rétroviseur. Je me souviens, il me dit: comment ça, tu as fait le Venezuela? Et là, il m'énumère toutes les merveilles qui se trouvent dans son pays et que je n'avais pas vues. Et ça m'a renvoyé à ma triste condition de simple touriste, finalement. Et ça a dégonflé l'outre autosatisfaite que je pouvais être à ce moment-là. Et c'est l'une des vertus du voyage, c'est-à-dire que c'est une formidable entreprise de sape de votre ego. Flaubert disait, que j'ai déjà cité tout à l'heure, mais Flaubert disait que lorsque vous êtes en voyage, vous vous rendez compte de la toute petite place que vous occupez dans le monde. Et c'est vrai, c'est l'une des innombrables vertus du voyage. À un moment, tu as vécu quelque chose de très très grand, dans ce que tu as cru voir, en tout cas, le plus bel endroit du monde. Tu sais où c'est ? J'imagine que c'est tu parles de l'Isla del Sol sur le lac Titicaca, ouais, en Bolivie, qui est vraiment un endroit d'une beauté. Mais là, quand on parle de la beauté d'un endroit, on a toujours peur que nos pauvres mots ne soient pas suffisants pour rendre compte de la majesté du spectacle que l'on a eu sous les yeux. Et moi, c'est très difficile de décrire la beauté d'un endroit aussi féerique, mais ça c'est un lieu commun d'un endroit comme l'Isla del Sol. C'est le lac Titicaca à perte de vue, on est à 4000 mètres d'altitude, il y a la cordillère des Andes en arrière-plan, des crêtes pelées peuplées d'eucalyptus et de lamas.
Et moi, quand j'étais là, eh bien, je me suis dit que ça y est, mon cœur allait lâcher, que j'allais mourir parce que dans ma famille courait une légende. Il paraît qu'une voyante, alors que j'étais tout petit, a lu dans ma main, a prédit, d'après les lignes de ma main, que j'allais mourir de manière prématurée dans une contrée lointaine et grandiose. Et quand j'étais sur l'Isla del Sol, je me suis dit, je suis dans une contrée lointaine et grandiose. J'avais 30 ans et j'ai eu peur, enfin j'ai pas eu peur, je me suis dit que ce serait peut-être que je vivais peut-être mes derniers instants. Et finalement, ça n'aurait pas été si mal de terminer le cours de son existence dans un paysage aussi sublime. Est-ce que ce lieu a été détrôné depuis ? Détrôné, je ne sais pas, mais disons qu'il y a d'autres lieux, oui, où j'ai eu des... C'est assez rare, mine de rien, d'avoir des larmes d'émotions esthétiques à la vue d'un paysage, qui peut être aussi un paysage urbain. Moi, la première fois que j'ai eu des larmes d'émotions esthétiques, c'est quand je suis arrivé pour la première fois à Venise, à l'âge de 22 ans, que j'ai pris un vaporetto à la gare Santa Lucia. C'était la nuit, les palais sur le Grand Canal étaient éclairés, je voyais leurs reflets scintillant dans l'eau du canal, et j'ai eu ce jour-là l'impression qu'un lieu était là qui m'attendait depuis des siècles, et je me souviens que j'ai passé tout le trajet en vaporetto à pleurer des larmes presque d'extase, comment dirait Emmanuel Ruben, d'extase géographique. Et donc ça arrive comme ça, mais ça n'arrive pas souvent d'avoir des chocs esthétiques. Ça m'est arrivé dernièrement, il y a 2 ans, à l'Annapurna, face à l'Annapurna, un matin, où je n'arrivais pas à réprimer les larmes qui coulaient sur mes joues. Et ça, ce sont des émotions esthétiques extrêmement véhémentes et que je n'ai pas, par exemple, en écoutant de la musique, ou moins en écoutant de la musique, que je n'ai jamais eu devant un tableau. Mais un paysage, oui, c'est quelque chose qui peut m'émouvoir aux larmes. Et c'était le cas à l'Isla del Sol. J'entendais dans le bateau les pieds nus clapoter. Et je pressentais les visages assombris par la faim. Mon cœur fut un pendule entre elle et la rue. Par quelle force ai-je pu me libérer de ses yeux et m'arracher à ses bras ? Elle resta, noyant de larmes son angoisse, derrière la pluie et la vitre. C'est Lorca ? Non ! Neruda ? Non ! C'est de qui ? Je me rappelle plus son nom ! Tu as sorti aussi un livre sur les pas de Bouvier, ça c'était en Iran, là c'était à l'Amérique latine, sur les routes du Tché. Est-ce qu'il te faut à chaque fois quand même une référence littéraire pour partir ? Est-ce que c'est un bon point de départ ? Ouais, on a l'impression qu'il me faut un prétexte, mais en 2 mots, c'est-à-dire qu'il me faut, ou en tout cas avec un tiret, qu'il me faut toujours un texte qui fait naître en moi l'envie de voyager. Et c'est vrai que la lecture des écrivains voyageurs, ou des écrivaines voyageuses, a été la propédeutique à une envie furieuse de m'arracher à mon chez-moi. C'est de la... Bouvier dit dans l'usage du monde que c'est la contemplation silencieuse des atlas à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Mais moi, je pourrais dire la même chose des pages que j'ai pu lire, dans les récits de voyage que j'ai pu lire. Elle m'a donné l'envie de tout planter là. Et donc, ces 2 voyages sur lesquels j'ai écrit, oui, sont nés d'autres récits. Ces pages ont poussé sur d'autres pages, mais un jour, je finirai bien par forger mon propre itinéraire. C'est marrant, quand je t'écoute parler, j'ai vraiment l'impression de lire le livre. Ouais, mais... Il y a une manière de s'exprimer, on la retrouve vraiment dans le texte. C'est peut-être l'un des plus beaux compliments qu'on peut faire. Alors, ça peut être soit un très beau compliment qui m'est fait en me disant que finalement, ce qui veut dire que j'ai trouvé une singularité qui m'est propre et qu'on reconnaît aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, soit que je répète un peu ce que j'ai déjà écrit dans le livre, et que je ne suis que le perroquet de mes propres livres, donc je ne sais pas comment prendre cette phrase-là, donc je te prierai de ne pas expliciter davantage pour me bercer de l'illusion d'être un écrivain doué d'une certaine singularité. Et il vaut mieux une illusion qui galvanise qu'une vérité qui terrasse. Bientôt un voyage au Canada.
J'en ai déjà fait. Enfin, je me suis déjà rendu au Canada à plusieurs reprises. Le problème du Canada, je vais te dire, c'est que moi, j'ai eu une carrière de joueur de hockey sur glace. Le hockey, Baudelaire disait de la peinture que c'était sa grande, son unique, sa primitive passion. Je pourrais dire la même chose du hockey sur glace. Ça a été ma grande, mon unique et ma primitive passion. Ensuite, la littérature est venue supplanter peu à peu le hockey, mais néanmoins, ça reste mon amour d'adolescent, de jeunesse. Et le Canada, le problème du Canada, c'est que j'ai la tentation de passer mon temps dans les patinoires à regarder des matchs de hockey ou dans des bars à regarder des matchs de hockey. Voilà. Mais j'adore le Canada, c'est un pays où je me suis rendu plusieurs fois et évidemment pour moi très lié dans mon esprit et dans mon cœur à la pratique du hockey sur glace. Parlons du hockey justement, puisque tu es issu d'une famille de hockeyeurs et que tu as joué en pro. Quelle influence ça a pu avoir sur ton écriture ? C'est vrai que mon père a été joueur, puis entraîneur, puis président d'un club de hockey. Et quand j'ai eu 5 ans, j'ai fait mes premiers pas ou mes premiers coups de patin sur la glace. Et puis toute mon enfance, toute mon adolescence, je n'avais qu'un seul but. Toute ma vie ne tendait vers qu'un seul but, c'était de devenir joueur de hockey professionnel. Pas le joueur de hockey professionnel, de devenir le plus grand joueur de hockey de tous les temps. Assez rapidement, je me suis aperçu que je ne serais sans doute pas le plus grand joueur de tous les temps, mais j'étais à peu près sûr que j'allais jouer en NHL, qui est la meilleure ligue au monde, et que je remporterais la Coupe Stanley, qui est le Graal pour tout joueur de hockey. Et puis, je n'ai pas joué en NHL, je n'ai pas remporté la Coupe Stanley, donc de ce point de vue-là, ça a été un échec. Donc j'ai quand même mené une carrière que par complaisance on pourrait qualifier d'honorable. En réalité, rien de bien flamboyant. Mais j'ai aimé ces 10 années entre 19 et 29 ans à jouer de manière professionnelle au hockey. C'était quand même extraordinaire de pouvoir se dire je vais faire mon sport et d'être payé pour faire son sport et d'avoir chaque samedi soir 3 ou 4 000 personnes qui assistent à des matchs. Et c'est quelque chose, c'est une allégresse que je ne retrouve plus aujourd'hui. Et je comprends les sportifs professionnels qui, lorsqu'ils mettent un terme à leur carrière, dépriment profondément lorsqu'ils retournent en quelque sorte à la vie civile. Je comprends. Pour terminer, un voyage rêvé ? Alors, il y a un voyage que je rêverais de faire, c'est de remonter toute l'Afrique du Cap au Caire. Moi, j'ai découvert il y a quelques années un écrivain polonais qui s'appelle Kapuscinski, que je cite d'ailleurs dans Chagrin d'un chant inachevé, et qui a écrit un formidable récit de ses aventures africaines, Ébène, dont je recommande la lecture à tous les auditeurs ou les lecteurs de AR, du magazine. Je rêve depuis de sillonner l'Afrique du Cap au Caire. C'est pas pour tout de suite alors ? Pourquoi pas. Ça pourrait être pour dans pas longtemps. Je sais pas encore. Merci à François-Henri Désérable pour m'avoir accueilli chez lui à Paris. Je te recommande vivement son dernier livre, Chagrin d'un chant inachevé sur la route du Tché, paru chez Gallimard l'année dernière. Tu peux retrouver cet entretien dans le numéro 74 de AR avec la couve pleine de couleurs sur le Guatemala, même s'il n'est jamais passé par là. Retrouvons-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Podmust et laisse-nous un commentaire, une bonne note, ça nous fait très plaisir. Et nous sommes présents bien sûr sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt pour de nouvelles aventures.